Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de micro-frontend avec fédération de modules dans Webpack 5. Le terme micro-frontend est apparu pour la première fois dans le Tufts Work Technology Radar à la fin de 2016. Il étend les concepts de microservices au monde du front-end. Au début du développement logiciel, le code front-end et back-end était maintenu par la même équipe, en utilisant le même environnement d'exécution et le même processus de déploiement. De nos jours, nous appelons ces applications monolithiques. Au fur et à mesure que les systèmes deviennent plus complexes, nous avons commencé à diviser le code en deux référentiels différents, gérés par des équipes dotées de compétences spécialisées, front-end et back-end. L'équipe back-end peut se concentrer sur la construction d'un système résilient et hautement disponible, tandis que l'équipe front-end peut se concentrer sur la compatibilité du navigateur, la conception d'interfaces utilisateurs et UX. Mais cela ne suffisait pas. À mesure que la complexité augmentait, nous avons commencé à diviser la logique métier sur le back-end en services plus maintenables. C'est ainsi que les microservices sont apparus. Les microservices favorisent que les équipes peuvent se permettre de se concentrer sur un domaine d'activité spécifique en choisissant la meilleure pile technologique pour résoudre un problème, quelle que soit la façon dont les autres services sont construits. Donc les micro-front-end étendent le concept de microservice que nous venons de voir au monde frontal. En bref, ce qu'il faut retenir, ce sont les concepts de base du monde de micro-front-end, qui sont principalement, premièrement, être technologiquement agnostique. Cela veut dire que chaque équipe devrait être en mesure de choisir et d'améliorer sa pile sans avoir à se coordonner avec d'autres équipes. Deuxièmement, isoler le code équipe. Cela veut dire ne pas partager le même runtime, même si toutes les équipes utilisent le même framework. Créer des applications indépendantes et autonomes. Ne pas partager le state, entre parenthèses l'état, ou les variables globales. Troisièmement, établir des préfixes d'équipe. Cela veut dire se mettre d'accord sur les conventions de nommage lorsque l'isolement n'est pas encore possible. Se mettre d'accord par exemple sur les espaces de nom JavaScript et CSS, les événements, le stockage local, les cookies pour éviter les collisions et clarifier la propriété. Quatrièmement, privilégier les fonctionnalités natives du navigateur aux API personnalisées. Cela veut dire par exemple utiliser les événements du navigateur pour la communication au lieu de créer un système pub-sub global. Et si vous devez vraiment créer une API inter-équipe, essayez de la garder aussi simple que possible. Et donc le cinquième et dernier concept, donc construire un site résilient. Cela veut dire votre fonctionnalité ou votre application devrait être utile, même si JavaScript par exemple a échoué ou n'a pas été encore exécuté, utilisez le rendu universel et où les techniques PWA, donc entre parenthèses les Progressive Web Apps, pour améliorer les performances perçues. Et donc pour répondre à tous ces points différents, un développeur nommé Zach Jackson, qui est le co-auteur de Module Fédération et l'un des mainteneurs de Webpack, avait publié il y a exactement un an, a publié un billet pour introduire le concept de Module Fédération. Ce concept donc vise à résoudre le partage de modules dans un système distribué en expédiant ces éléments partagés critiques sous forme de macros ou de micros, comme vous le souhaitez. Pour ce faire, il les retire du pipeline de build des applications. Voici comment nous utilisons normalement Webpack au quotidien. Webpack lit des points d'entrée
et analyse ces dépendances et les dépendances de ces dépendances et ainsi de suite. Et dans une deuxième phase, Webpack empaquette les points d'entrée et toutes leurs dépendances en un ou plusieurs fichiers minifiés et optimisés, et nous utilisons Webpack pour générer un bundle pour la production ou le développement. Disons que Webpack nous aide à générer un dossier dist et un fichier main.js dans ce dossier. C'est le résultat de tout notre code JavaScript que nous avons normalement dans un dossier appelé src. Plus nous ajoutons du code dans notre dossier source, plus ce fichier main.js généré par Webpack est lourd. Il s'agit de fichiers que nous livrons en production et que les clients téléchargent dans leur navigateur. Si ce fichier est lourd, cela signifie que les utilisateurs mettront plus de temps à charger notre application. Cela signifie aussi que nous devons nous soucier de la taille de nos bundles. Mais nous voulons également, puisque c'est le processus de développement qui le demande, nous voulons également ajouter de nouvelles features ou fonctionnalités à nos projets. La question qui arrive immédiatement, y a-t-il une solution à tous ces problèmes? En réalité, il existe des stratégies pour diviser ce fichier main.js en chunks ou morceaux de fichiers plus petits afin d'éviter de charger tout votre code au premier rendu. C'est ce que nous appelons le code splitting. Il existe différentes techniques pour y parvenir. L'une consiste à définir plusieurs points d'entrée dans la configuration Webpack. Mais cela comporte certains pièges. Nous aurons parfois des modules dupliqués entre les chunks qui vont inclure ces modules, ce qui augmentera la taille de nos chunks. Il existe un autre moyen populaire et plus accepté, celui qui consiste à utiliser la syntaxe d'import conforme à la proposition ECMAScript afin d'avoir des importations dynamiques en JavaScript. Voici à quoi ressemble, par exemple, un import dynamique d'un module pour une application packagée avec Webpack. Lorsque Webpack voit cette syntaxe, il sait créer dynamiquement un fichier bundle séparé pour la librairie Moment.js, dans cet exemple, qui sera chargé à la demande. Et c'est ce que nous appelons le lazy loading. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'il existe un autre moyen de diviser ce fichier main.js, non seulement en différents chunks, mais aussi en différents projets? Voici donc d'où vient la fédération de modules. Avec le module Federation, vous pouvez importer des builds Webpack distants dans votre application. Vous pouvez avoir des chunks ou morceaux d'une origine différente. Cela signifie un projet différent. Plus concrètement, elle permet à une application hôte ou host JavaScript de charger dynamiquement une partie ou un ensemble de code remote à partir d'une autre application construite avec, j'insiste, build Webpack différents et qui expose ses composants ou éléments au monde extérieur. Pour vous montrer la fédération de modules en action et pour expliquer de quoi il s'agit, j'ai préparé un exemple de code. Il s'agit d'une configuration Webpack utilisant le module Federation plugin et du code React.js. Pour cela, je vais utiliser Webpack 5, qui est actuellement la dernière version disponible. Voici à quoi va ressembler notre projet. Donc, il s'agit d'un projet très simple, composé en deux éléments. Une partie qui va représenter les éléments remote, donc on a en l'occurrence Input Factory et un Button Factory. Donc ce sont des petites fabriques, une responsable uniquement de fabriquer un input et la deuxième, elle est responsable de fabriquer uniquement le button. Et on a de l'autre côté une fabrique form qui elle est responsable de agréger ces éléments remote. Nous allons maintenant ouvrir notre projet dans Visual Studio Code.
Donc le projet il est divisé en 3 éléments. Donc comme je disais, la forme factory, celle qui est responsable d'agréger les éléments remote, donc c'est notre host. Et puis les éléments remote qui sont l'input factory et le button factory. Prenons l'exemple de l'input factory. C'est un projet Webpack indépendant qui possède son propre package.json qui lui sera exécuté sur le port 3002. On a également le button factory qui lui est aussi un autre projet qui possède sa propre configuration Webpack et son propre fichier package JSON et lui sera exécuté sur le port 3003. Quant aux formes factory, donc notre projet host qui va récupérer les 2 projets remote, lui également il possède un fichier de configuration Webpack et son propre package.json. Il sera exécuté quant à lui au port 3001. Et donc regardons l'exemple de Input Factory. L'Input Factory c'est un projet React tout simple. Il possède comme point d'entrée donc le app.js. Lui il fait que afficher notre bouton. Le bouton il provient du module bouton qui affiche un simple input qui possède un placeholder, donc magic input. Regardons maintenant le button factory. Le button factory est pareil à l'image de l'input factory. Il possède également un point d'entrée, donc app.js, qui lui est chargé d'afficher le button, donc le module button local, qui n'est ni plus ni moins qu'un bouton HTML. Donc ces 2 éléments dans leur config Webpack respective, ils utilisent comme plugin le module Federation Plugin. Dans les options de ce plugin, on peut utiliser un nom qui va être utilisé pour exposer notre module. Là en l'occurrence c'est Button Factory. Et il a la propriété expose qui est l'élément le plus important de notre plugin Module Federation Plugin. Et donc il va exposer notre module bouton à l'extérieur. Et pour Input Factory, on a un comportement similaire, donc on a le nom de notre élément remote qui est le Input Factory, et il va exposer le module Input. Et là on voit bien qu'on pointe vers la source du module qui est le src input, qui est, comme le montre l'arborescence, situé dans le répertoire src. Maintenant regardons l'élément host qui va agréger ces éléments en un seul component. La configuration Webpack de Form Factory est différente puisque c'est elle qui va recevoir ces éléments remote. Donc elle utilise également le module Federation Plugin, mais à une seule différence, elle n'expose rien, elle fait que consommer des éléments remote. Donc elle a aussi un nom. Si on décide à un moment donné de exposer des éléments au monde extérieur, ça va être le nom utilisé pour exposer ces éléments. C'est encore en quelque sorte un espace de nom. Mais ici on utilise la propriété remote. Remote va récupérer les éléments distants pour les consommer plus tard dans l'application. Et donc pour cela, on va récupérer le nom de l'élément remote et éventuellement le port dans lequel il est exécuté cet élément. Et donc plus concrètement au niveau du web, qu'est-ce que cela donne? Si on commence par l'élément Input Factory, donc on a notre input qui est exécuté sur localhost 3002, on a notre élément button qui lui est exécuté sur localhost 3003 et notre form factory, elle est exécutée sur le port 3001, elle va agréger ces éléments-là et les afficher. Donc comment on arrive à faire ça? Donc tout simplement maintenant, quand on a récupéré les éléments dans la propriété remote, on a le droit dans notre application host de dire je veux consommer tel élément remote. Et donc ça se fait de la façon suivante. Je déclare mon remote input.
que je récupère en utilisant l'espace de nom que j'ai indiqué dans l'élément remote. Donc là, en l'occurrence, c'est input factory. Donc il suffit juste d'appeler input factory. Et comme je veux récupérer l'élément input que j'ai exposé dans l'input factory, je fais slash input. Et pareil, si je veux consommer le remote button, je vais faire pareil. Je vais appeler le remote button. Pareil en utilisant l'espace de nom button factory. Et donc maintenant dans le code JSX, je n'ai plus qu'à appeler ces éléments et les consommer dans la vue.